2000. Alors, j'attends juste que l'enregistrement commence. Hop, voilà. Donc voilà, comme je disais, nous allons commencer la dernière conférence du Forum Transmission 2021. Aujourd'hui, le sujet que l'on va aborder, ça va être sur les conseils pour concrétiser sereinement le projet avec un repreneur. Donc voilà, du coup, hop, alors que je prenne la souris. Du coup, voilà, au programme de cette heure de conférence, je vais dans un premier temps vous parler de la recherche de candidats, donc savoir comment s'y prendre et voilà, vous donner des pistes et des conseils. Après, je vais vous parler également de vraiment la dernière étape, une fois qu'on connaît le repreneur, de comment concrétiser vraiment le projet avec lui. Et pour finir, nous aurons le témoignage de Monsieur Lecomte Sébastien, qui est maraîcher à Saint-Cyr-en-Val et qui a repris une exploitation agricole il y a quelques années. Donc, il va pouvoir nous faire part de son expérience et de son point de vue. Donc, tout d'abord, la recherche de repreneurs, parce que c'est sûr qu'il y a quand même un certain nombre d'exploitations qui n'ont pas de successeurs connus. Alors, c'est sûr que voilà, il peut y avoir des fois des reprises dans le cadre familial, des fois des reprises hors cadre familial. Et quand c'est hors cadre familial, on peut des fois avoir des pistes, se dire bon bah finalement dans mes mes voisins ou mes connaissances, je sais que un tel est intéressé, mais dans d'autres cas, on n'a pas forcément connaissance de repreneur. Dans ce cas, moi, voilà, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'utiliser des réseaux pour vraiment faciliter les choses et vous permettre de mener à bien le projet. Donc déjà, utiliser son réseau personnel. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, voilà, dans les voisins, il peut y avoir des fois des jeunes dont les parents sont exploitants ou même des fois voilà, des jeunes hors cadre qui sont salariés agricoles sur une exploitation et qui ont ce projet de s'installer. Donc c'est bien d'aller vers eux, voilà, de discuter avec eux parce que ça peut des fois mener derrière à des projets. Donc après, par rapport à la famille, parce que je vous parlais voilà, des reprises aussi dans le cadre familial, il faut quand même aussi s'assurer, avant de vraiment rechercher un repreneur, que personne dans sa famille n'est intéressé pour reprendre la suite, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple d'instaurer ce dialogue et d'en parler à ses proches, et il ne faut pas non plus que une personne de la famille, que ce soit un enfant ou un cousin ou neveu ou autre, se manifeste au dernier moment. Donc, d'en avoir parlé suffisamment tôt à ses proches pour voilà, voir s'il y a des possibilités de ce côté-là. Après, ce que je voulais rajouter par rapport au réseau personnel, et j'en ai déjà parlé dans une conférence précédente, c'est qu'il faut aussi, pour maximiser ses chances, éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est accueillir des jeunes 5 à 10 ans avant la transmission, la date de transmission potentielle de l'exploitation, pour se créer un réseau de jeunes, qu'ils puissent en parler autour d'eux dans des écoles et éventuellement, voilà, du coup que ça puisse se faire de cette façon-là et que ça vous permette de ne pas avoir à rechercher un repreneur s'il se présente à vous par ce biais-là. Donc voilà, d'accueillir des stagiaires ou apprentis au préalable sur l'entreprise. L'autre possibilité, du coup, au-delà du réseau personnel, c'est d'utiliser des réseaux professionnels. Là, voilà, au niveau des réseaux, on a à la Chambre d'agriculture le réseau du répertoire départ installation, dont je vais vous donner plus d'éléments après. Après, il existe voilà, de nombreux autres réseaux, que ce soit le réseau des SAFER, ADR, également les agences immobilières. Bon, il y a quand même pas mal de possibilités. Il faut voir voilà, ce qui va être adapté à votre souhait par rapport à la recherche que vous souhaitez mener.
que je voulais aussi réinsister, c'était vraiment toujours d'anticiper ce temps de recherche de repreneur, parce que comme je l'ai dit aussi précédemment dans les deux premières conférences, c'est très variable ce temps de recherche selon les productions. Quand on est sur des productions en élevage, en production spécialisée, quand on est en recherche d'associés ou quand il y a beaucoup de ventes immobilières, par exemple, donc même par exemple dans des cas d'exploitation de grande culture où une majorité du foncier serait à vendre, bah, dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir un temps de recherche plus conséquent. Voilà, c'est mieux de s'y prendre du coup 5 ans à l'avance pour avoir le temps de mener à bien le projet dans ce cas-là. Sinon, en moyenne, on peut compter un temps de recherche voilà, aux alentours de 1 à peut-être des fois 2 ans selon les situations pour voilà, des cas où il y a plus de porteurs de projets intéressés sur voilà, des entreprises. Donc, je vais vous parler à présent du répertoire départ installation, qui est donc notre outil à la Chambre d'agriculture pour accompagner les exploitations dans la recherche d'un repreneur. Donc, le répertoire départ installation, c'est une mission de service public présent dans toutes les chambres. Et voilà, du coup, son but, c'est vraiment de pouvoir mettre en relation des cédants ou enfin des futurs cédants ou alors des propriétaires de foncier, ou encore des agriculteurs qui ne veulent pas arrêter, mais qui sont en recherche d'un associé, que ce soit en remplacement d'associé ou en développement de l'entreprise. Avec de l'autre côté, en fait, on les met en relation avec des candidats à la reprise, que ce soit pour créer une activité ou s'associer. Donc voilà, le but du répertoire, c'est de faire le lien entre ces deux côtés et de voir finalement voilà, ce que ça peut donner. Et donc après, bah, accompagner le projet avec voilà, les deux parties si les choses peuvent se faire. Donc finalement, comment ça se passe au niveau du répertoire départ installation de la Chambre d'agriculture? Il y a un site internet, je vous mets le lien ici, c'est le répertoire installation.com, le lien. Et en fait, sur ce site, vous pouvez voilà, visualiser les offres d'exploitation à reprendre. Bien évidemment, c'est des offres à reprendre qui sont anonymes sur ce site internet. C'est-à-dire que voilà, on ne met pas trop d'éléments, notamment sur la localisation ou voilà, après on voit ce qui est mis pour pas que ce soit reconnu. Mais voilà, tout porteur de projet peut aller sur le site du répertoire installation et regarder ce qu'il y a comme offre dans le secteur qu'il souhaite trouver. Donc, pour pouvoir mettre en ligne une annonce d'exploitation à reprendre, on va dans un premier temps définir avec le futur cédant ses critères de recherche. Donc ça se fait lors d'un rendez-vous au bureau. Généralement, on le fait en même temps que la phase de l'audit de transmission, dont j'ai aussi évoqué dans les conférences précédentes voilà, sur le fait d'établir une offre de reprise claire pour les repreneurs, tout ça, en même temps définit des critères de recherche des porteurs de projets pour que ça puisse vraiment correspondre aussi à ce que vous souhaitez, parce que ça peut être des fois des critères liés à une condition de diplôme, d'expérience, ça peut être voilà, des critères aussi liés aux moyens financiers du porteur de projet, parce que ça ne sert à rien de mettre en relation un candidat qui derrière n'aura pas la capacité financière d'acheter le bien s'il y a de l'achat immobilier par exemple. Ou après, ça peut aussi être des critères de recherche par rapport au projet en tant que tel du porteur de projet, parce que par exemple, dans le cas où vous avez par exemple une exploitation en grande culture où vous dites bon bah ce serait quand même très intéressant de développer également des légumes plein champ, vous pouvez déjà privilégier les candidats qui souhaitent développer cet atelier-là sur exploitation après la reprise, et on met à ce moment-là d'autres porteurs de projets en liste d'attente. Voilà, donc
C'est la première étape. Une fois qu'on a fait cette étape-là et qu'on a également fait donc l'audit d'exploitation, on va pouvoir mettre une publicité de l'offre sur le site du répertoire. À ce moment-là, on voit avec vous, comme je vous disais, ce que l'on met dans la publicité pour qu'elle reste anonyme et pas que voilà, les candidats puissent, que ce soit vous contacter vous, des propriétaires ou quoi que ce soit. Non, on va déjà, nous, les recevoir. C'est pour ça que je mets ensuite des candidats sélectionnés parce que nous, les candidats, une fois qu'ils nous ont contactés, qu'ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés par une offre, on va alors les recevoir si on ne les connaît pas, parce qu'on a quand même un certain nombre de candidats qu'on connaît déjà, qui sont inscrits chez nous, référencés chez nous. Mais pour ceux qui ne sont pas référencés, on va les voir ou faire un entretien téléphonique si vraiment ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils sont d'un autre département, par exemple. Et comme ça va nous permettre de vraiment vérifier leur sérieux, définir aussi avec eux leurs critères de recherche et le projet qu'ils ont, pour pouvoir derrière vous proposer des candidatures sérieuses et qui vont correspondre à vos critères de recherche. Donc voilà, après, finalement, parmi tous les candidats qu'on vous a proposés, vous allez pouvoir en sélectionner un certain nombre pour, à ce moment-là, leur donner les éléments détaillés de votre offre de reprise. Donc, c'est vraiment avec votre accord qu'on peut enlever cet anonymat qui est sur le site du répertoire. Et au final, ce qui est important, c'est que vous gardez toujours la liberté de choisir votre repreneur. On vous propose des candidatures. Si derrière, vous trouvez aussi par votre réseau un porteur de projet, il n'y a aucun problème voilà, pour que ce soit lui ou un candidat du répertoire qui reprenne. C'est vous qui gardez cette maîtrise sur le choix du repreneur. Donc, je voulais vous présenter un peu les statistiques des candidats du répertoire départ-installation qui étaient inscrits là, au 30 septembre 2021. Il y avait en fait à cette date-là donc 129 candidats. On a toujours entre 100 et 150 personnes qui sont inscrites sur nos listings. Voilà, c'est comme je vous disais les personnes qu'on connaît déjà et qui nous ont indiqué être en recherche d'une exploitation. Donc, sur en fait ces candidats, il y en a 55% qui sont originaires du milieu agricole. Donc, ce que j'ai pu constater par rapport aux années d'avant, c'est que ce chiffre est en baisse. Vraiment, là, on a eu quand même une baisse un peu plus importante en 2021 par rapport au chiffre de l'année 2020. Je supposerais qu'il peut y avoir aussi un effet des fois lié au Covid et à la crise sanitaire qui fait qu'un certain nombre de personnes se sont remis en cause et ont voulu porter un projet agricole même s'ils ne sont pas originaires de ce milieu-là. On a du coup 78% des candidats qui ont un diplôme agricole. Quand on rencontre un candidat et qu'il n'a pas le diplôme agricole, bien sûr, on lui conseille fortement de le faire, que ce soit souvent par un BPREA. C'est une formation diplômante qui prend 1 an et qui permet d'avoir voilà, un diplôme agricole permettant d'obtenir les aides à l'installation. Après, on a également des fois des candidats qui, même s'ils n'ont pas de diplôme agricole, ont une expérience dans le domaine. Donc voilà, après, ils peuvent des fois faire une VAE pour avoir l'équivalence entre leur expérience et un diplôme agricole et donc s'installer aussi avec les aides. Donc c'est pour ça que ce chiffre de 78% ne veut pas dire que le reste des candidats n'a aucune compétence agricole. C'est juste qu'ils n'ont pas un diplôme, mais ils peuvent avoir de l'expérience. Après, on a en fait 77% des candidats inscrits qui ont un projet d'installation. C'est-à-dire que voilà, sur le pourcentage restant, on a
une grande partie de personnes qui cherchent à se conforter parce que le répertoire est également ouvert aux confortations d'entreprises. Donc voilà, du coup, on a une grande partie de confortation, mais également quelques cas aussi de réinstallation. Des personnes qui, souvent pour cause d'expropriation ou des fois pour recentrer l'exploitation à un autre endroit, voilà, veulent vraiment se réinstaller. Donc après, au niveau de la moyenne d'âge, on est à une moyenne d'âge de 36 ans. Donc, c'est une moyenne d'âge qui a plutôt eu tendance ces derniers temps aussi à augmenter par rapport à ce qu'on observait avant, sachant que les aides à l'installation, elles, sont possibles jusqu'à 40 ans. Donc, au-delà, la personne peut tout à fait s'installer, mais ne pourra pas bénéficier des aides à l'installation, en tout cas. Donc voilà, ça montre aussi quand même que les candidats, des fois, prennent du temps pour mûrir leur projet et acquérir de l'expérience, mais ça montre également qu'il y a aussi de plus en plus de cas de reconversion professionnelle, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu une activité dans un autre domaine voilà, qui souhaitent changer de projet. Au niveau de l'origine géographique des candidats, on a un peu moins de la moitié qui viennent du Loiret. Après, voilà, 12% qui sont des autres départements de la région centre. Et voilà, ce qui est à noter quand même aussi, c'est qu'on a toujours un certain nombre de porteurs de projets venant de l'étranger. Donc là, vous voyez, on était à 3%. Cette année, on est toujours à peu près sur les mêmes chiffres côté étranger. Là, principalement, c'est sur Belgique et Pays-Bas, où là-bas, l'accès au foncier est compliqué et voilà, du coup, ils peuvent être intéressés pour venir s'installer par ici. C'est également le cas dans voilà, les 38% autres en France. On a quand même un certain nombre de jeunes venant du nord de la France. Et même si des fois ils sont issus du milieu agricole, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'installer si leurs parents notamment ne vont pas partir en retraite tout de suite. Donc voilà, on a beaucoup de porteurs de projets aussi venant du nord. Au niveau de la recherche et des productions recherchées, on a en fait 55% des candidats qui ont indiqué rechercher en grande culture en priorité. Après, voilà, je vous ai mis les autres pourcentages pour tout ce qui concerne l'élevage. Donc, en fait, quand ils s'inscrivent chez nous, ils doivent nous dire voilà, ce qu'ils recherchent en priorité et ils peuvent cocher des fois plusieurs cases. C'est-à-dire que quelqu'un peut mettre qu'il recherche en priorité à la fois de la grande culture et du bovin viande. Donc voilà, ça fait plusieurs critères qui peuvent être en priorité. Mais voilà, on voit bien quand même la grande différence et c'est ce que j'expliquais aussi au début sur le temps de recherche, qu'on a quand même moins de porteurs de projets sur des productions d'élevage ou des productions spécialisées qu'en grande culture où là, c'est plutôt l'inverse. On a une forte concurrence pour les porteurs de projets. Voilà, ils savent aussi que de leur côté, ils ont sûrement un temps de recherche plus long pour trouver une exploitation qui leur correspond. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'au final, que ce soit en première priorité ou en priorité secondaire, on a 46% des candidats qui nous ont indiqué envisager un atelier d'élevage sur l'exploitation. Alors après, ce n'est pas parce qu'ils envisagent un atelier d'élevage qu'ils le feront, parce qu'assez souvent, ils peuvent souhaiter un atelier d'élevage en atelier secondaire et un certain nombre de candidats mettent ça en atelier secondaire vu qu'ils savent que c'est compliqué de s'installer uniquement en grande culture vis-à-vis de la concurrence qu'il y a sur ces offres. Voilà, ils sont prêts à dire pourquoi pas avoir un atelier volaille ou un atelier
atelier bovin viande pour finalement mettre plus de chances de leur côté aussi de trouver une exploitation à reprendre et aussi voilà, pour diversifier les revenus. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a quand même ce chiffre de 46% sur les productions d'élevage envisagées. Du coup, par rapport au répertoire départ installation et à notre fonctionnement et ce que l'on peut vous proposer, je vais vous mettre une petite vidéo explicative que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez la revisualiser. Oh, attendez. Si vous payez plus de 2 500 € d'impôts par an et que vous souhaitez tirer parti... Vous souhaitez transmettre une activité et ou un site agricole? Vous souhaitez trouver un nouvel associé? Pour concrétiser votre projet, découvrez le répertoire départ installation de la Chambre d'agriculture. Le répertoire, c'est une publicité pour accéder aux repreneurs en toute confidentialité, un site internet dédié et un réseau national avec plus de 8000 candidats chaque année, une relation de confiance avec un conseiller dédié. Vous inscrire au répertoire départ installation vous permet ainsi de bénéficier d'une connaissance de l'offre et de la demande du territoire, d'être mis en relation avec des repreneurs et surtout de garder la liberté de choisir votre repreneur et vos conditions de cession. Pour vous donner toutes les chances de réussite, sollicitez l'accompagnement d'un expert de la Chambre d'agriculture. Vous serez conseillé pour définir les meilleures modalités de cession de votre activité et mettre en valeur le potentiel de votre entreprise. Nos conseillers vous guident pour rendre votre offre attractive pour les candidats. Ils sont également là pour faciliter les échanges avec les propriétaires afin de trouver un accord avec le repreneur. Les conseillers de la Chambre d'agriculture vous accompagnent afin de sécuriser votre transmission, notamment pour vous assurer de la fiabilité du projet du candidat préalablement sélectionné selon vos critères. Enfin, vous bénéficiez d'un expert référent pour organiser et planifier votre projet. Être accompagné par nos conseillers vous permet de concrétiser votre transmission sereinement jusqu'à la remise des clés. La confidentialité de votre projet sera respectée. Un plan d'action sera défini afin de prévoir au mieux le devenir de votre entreprise et de maximiser vos chances de réussite. Contactez le conseiller du point accueil transmission de votre chambre d'agriculture. Voilà, c'est une petite vidéo de présentation qui permet de vraiment résumer l'ensemble de ce que l'on peut vous proposer. Après, voilà, je voulais vous donner quelques clés pour vous aider à mener à bien le projet de transmission à partir du moment où vous avez connaissance du repreneur. La première chose, c'est vraiment déjà de ne pas négliger les enjeux humains, que ce soit le relationnel avec le repreneur. Donc ça, j'en ai déjà également parlé, le fait que finalement, si vous avez un bon relationnel avec le repreneur, vous échangez régulièrement avec lui, au moment de la négociation, les échanges seront également du coup plus faciles. Et voilà, si jamais il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord au moment de la négociation, vous aurez plus facile à chacun faire des fois un petit effort, à faire un pas vers l'autre pour trouver un accord équilibré qui pourra finalement convenir aux deux parties. Avec les propriétaires, c'est finalement la même chose. Voilà, c'est important d'avoir ce bon relationnel, le moment venu. Alors, il ne faut pas le faire trop tôt, mais le moment venu, c'est important de présenter le repreneur à ses propriétaires. Je dis qu'il ne faut pas le faire trop tôt parce que justement, si vous présentez un repreneur au propriétaire et que finalement, ce repreneur n'a pas l'accord bancaire ou abandonne le projet, ça peut être des fois compliqué pour le propriétaire de se dire voilà, ça change à nouveau de repreneur, il peut avoir l'impression qu'il se fait un peu balader finalement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention.
Et donc, quand je parle des enjeux humains, je parle également des proches. Bon, c'est sûr que céder son activité, ça implique quand même beaucoup de choses, que ce soit des fois pour son conjoint également, que ce soit pour ses enfants. Donc, c'est important voilà, de bien faire attention à tout ça. Un autre conseil que je peux vous donner sur la concrétisation du projet, c'est vraiment d'anticiper tout ça. J'en parle souvent également, mais je veux vraiment que ce message puisse passer. Pour tout ce qui va être démarche administrative, il ne faut pas s'y prendre trop tard pour être dans les délais. Et il faut également laisser du temps au repreneur pour lui mettre en place son projet. Et s'il veut s'installer, le parcours à l'installation prend entre 6 mois et 1 an. Donc voilà, c'est important aussi de bien préparer tout ça en amont. Et après, voilà, si le jeune veut venir sur l'exploitation avant la reprise, que ce soit sous forme de stage, de salariat, c'est important également d'avoir du temps pour ça. Souvent, il y a plus de chances aussi que le projet réussisse et aille au bout s'il y a pu avoir un temps d'échange suffisant avant. Alors, un autre conseil également, c'est de bien sécuriser la reprise parce que finalement, céder une exploitation agricole, on peut se dire on le fait sur le coin d'une table, on convient comme ça entre nous, mais c'est souvent là que derrière, il y a des problèmes qui apparaissent, des fois pas forcément tout de suite, des fois ça peut même être plusieurs années après la reprise. Donc voilà, c'est important vraiment de sécuriser les choses, que ce soit donc déjà par la signature d'un compromis de cession ou compromis de vente, et également voilà, sécuriser les choses aussi au niveau des baux, et d'avoir bien fait ce travail préalable de vérification, comme je vous disais, pour éviter qu'il puisse y avoir un jour des surprises ou autres problèmes qui pourraient toujours vous concerner. Voilà, donc une fois qu'on a fait attention à ces points-là, on pourra transmettre déjà d'une façon plus sereine. Au niveau de la Chambre d'agriculture, nous, on peut aussi vous proposer de vous accompagner dans cette étape-là de concrétisation avec le repreneur, une fois qu'il est identifié. Donc, en fait, nous, notre rôle, ça va être vraiment d'être le coordinateur et l'interlocuteur unique pour vous, pour le repreneur, mais également aussi pour voilà, les propriétaires. Notre but, c'est vraiment de trouver un accord équilibré entre tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a voilà, un engagement de neutralité, voilà, pour que finalement les choses soient cohérentes et correspondent aux besoins de chacun. Donc, on est là également pour vérifier la faisabilité du projet du repreneur. Donc, quand je dis vérifier la faisabilité du projet, c'est-à-dire que le repreneur doit nous fournir un accord bancaire écrit du montant de la cession. Pour avoir cet accord bancaire, en général, il va avoir fait donc, une étude économique. Donc, nous, on vérifie tout ça pour être sûr que le projet soit sérieux et éviter finalement aussi de perdre du temps avec des repreneurs qui n'iraient pas au bout parce que voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas aller sur le projet de reprise. Donc voilà, c'est notre rôle lors de cette concrétisation. L'accord équilibré, donc je vous en ai parlé, le fait de sécuriser par des actes, c'est ce que je disais tout à l'heure avec un compromis de cession. Nous, on veille à ce que tout soit mis par écrit, que ce soit ça, les promesses de baux, promesses de vente avec les autres propriétaires. Voilà, sécuriser aussi les choses, même s'il y a plusieurs repreneurs. Enfin voilà, on veille à ce que ça puisse se passer au mieux.
et coordonner le projet avec tous les interlocuteurs qu'il va y avoir, parce que ça, j'en ai aussi assez souvent parlé, qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit au niveau de donc cédants, repreneurs, tous les propriétaires, le notaire, le juriste également, ça peut être donc, le conseiller de gestion, ça peut être un fiscaliste, enfin bon, il y a toujours beaucoup de monde autour. Ça est aussi également, comme je disais, la banque du repreneur. Voilà, donc vérifier que tout avance au bon rythme et on est là également pour appuyer dans tout ce qui va être démarche administrative. Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses à faire et on vous appuie là-dessus pour que ça se passe aussi dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec tout ça, finalement, voilà, ça vous permettra de mener le projet à bien et aller jusqu'à la transmission de l'exploitation. Du coup, oui, avant de passer à la partie concernant le témoignage de Sébastien Lecomte, j'ai oublié de vous repréciser de poser vos questions dans la discussion qui est possible sur Zoom et on se fera un plaisir de vous y répondre. Et voilà. Et puis là, ce que je regardais, hop, voilà, de mon côté. Je vais passer ensuite la parole à Sébastien Lecomte concernant son témoignage sur la reprise d'une exploitation. Alors, je vérifie au niveau du micro pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse entendre Sébastien Lecomte. Hop, alors, je ne sais pas si j'ai la main. Je vérifie, mais... Hop. Oui, Isabelle, tu m'entends? Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, oui, voilà, c'est très gentil à vous, Sébastien Lecomte, de pouvoir nous faire part de votre témoignage et d'avoir du coup le point de vue d'un repreneur, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué finalement aussi là, le point de vue des cédants, mais côté repreneur, c'est bien aussi de voir comment ça se passe quand on mène un projet de reprise agricole et quand on a pu du coup le concrétiser. Donc, je vous laisse en parler un petit peu plus longuement, puis vous présenter aussi du coup pour commencer. Oui, donc bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, je suis installé depuis 3 ans sur une exploitation dominance maraîchère sur Saint-Cyr-en-Val, qui est dans l'agglomération d'Orléans. Sur 22 hectares, j'ai entre 45 et 50 cultures différentes. Et la particularité, c'est que c'est une cueillette, donc 100%. Je commercialise 100% en circuit court sur une cueillette. Voilà. Alors, moi, donc, mon parcours, je ne suis pas issu du milieu agricole, mes parents ne sont pas du tout du milieu agricole. J'ai toujours été passionné par ce métier, donc j'ai fait des études. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans différentes exploitations agricoles. J'ai fait pendant toutes mes études en apprentissage, qui m'a permis d'acquérir une expérience. Et j'ai toujours eu le projet à terme de m'installer. Je souhaitais avoir ma propre exploitation. Donc, j'ai mis à peu près, donc ça fait 3 ans, donc j'étais limite d'âge parce que je me suis installé à 39 ans, au moins 38. J'ai mis à peu près 10 ans à rechercher l'exploitation que je souhaitais. Parce que comme c'est quand même un projet de vie, donc je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, que le repreneur prenne son temps, puisse se faire une expérience et vraiment s'engager dans une exploitation qui y ressemble. Et voilà, c'est quand même, pour moi, c'est le projet jusqu'à ma retraite, donc c'est important. Donc, j'ai mis à peu près 10 ans. Je me suis rapidement tourné vers la Chambre par le RDI. Donc, pendant, je crois, 5 ans, 5 ans avant, oui, c'est ça, j'ai dû être inscrit. Donc, j'ai, par le biais du RDI, visité plusieurs exploitations, mais le feeling ne marchait pas, ça ne me convenait pas par rapport à mes attentes, par rapport à mon projet. Donc, je pense qu'il faut savoir
passer et se dire que voilà, plus tard, il y a une exploitation qui me conviendra. Et puis un jour, j'ai par le RDI, donc j'ai l'annonce, je suis tombé sur l'annonce de l'exploitation que j'ai repris, donc qui me convenait. Donc forcément, donc je me suis rapproché du RDI et la personne interlocuteur a fait le lien avec le repreneur. Donc il y a beaucoup de points qui convenaient puisque moi je cherchais une exploitation, donc circuit court en maraîchage, et donc là j'ai trouvé circuit court en maraîchage. Donc, c'était vraiment 2 points qui étaient très importants pour moi. Ensuite, donc, il y a eu un lien, un contact qui s'est fait. Le feeling est bien passé. Donc, je pense que ça, c'est important. Bon, alors, pas, à chaque fois, ça ne se fait pas avec tous les repreneurs, mais c'est important que le feeling passe bien pour que les discussions soient limpides, qu'il n'y ait pas des non-dits. Donc moi, dès le début, ça s'est bien passé. Donc, il y a eu plusieurs rencontres. Et il y a un moment, j'ai acté que c'était l'exploitation qui me convenait. De l'autre côté, le cédant aussi. Et ensuite, on a tout simplement mis en œuvre tout le processus de transmission. Moi, j'ai souhaité par la suite, continuer mon installation par la chambre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ici du milieu agricole. Donc, je pense que j'ai besoin d'aide d'acteurs qui ont les connaissances. On n'a pas tous les connaissances. Et c'est surtout, moi, je pense que c'est très bien de passer par… On a aujourd'hui des personnes très compétentes qui nous permettent d'avoir une réflexion, une ouverture d'esprit sur que ce soit le repreneur comme le cédant, sur des points qu'on ne voit pas ou on croit bénins et en fin de compte, ils sont importants. Et ça permet aussi dans le dialogue, dans la négociation entre le repreneur et le cédant, de se poser les bonnes questions et puis de ne pas passer à côté de certains points qui sont quand même très, très importants dans cette succession. La négociation, moi donc, comme il y avait je suis passé par l'RDI, donc il y avait déjà une étude de fait côté cédant. Donc il y avait déjà une base. Moi ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par la chambre aussi, donc je me suis fait aider. J'ai fait une étude économique par rapport à ce que je souhaitais mettre en place sur l'exploitation. Il y avait quelques points que je voulais changer, donc ça m'a permis de faire une étude économique et surtout, ça m'a permis derrière cette étude économique, alors c'est beaucoup de travail, mais ça permet par rapport aux banques d'arriver avec quelque chose de concret. Et je pense que ça m'a permis d'assez rapidement d'avoir un accord de banque et que je puisse derrière, voilà, j'ai eu un accord de banque, donc derrière, voilà, le repreneur, je pense qu'il était soulagé parce que ça permet de se dire, bon, voilà, économiquement, c'est viable, donc sur le papier, bien sûr, mais c'est viable. Donc, voilà, ça soulage un peu tout le monde. Et puis, ça m'a soulagé aussi, il faut dire ce qui est. Mais voilà, c'est important derrière. Voilà. Et donc, ensuite, donc, j'ai continué tout le processus par la chambre. Donc, ils m'ont aidé, accompagné à la suite, donc tout ce qui est ce qu'on va appeler l'administration. Donc ça, c'est important aussi parce que il y a énormément de papiers, on n'en s'imagine pas, que ce soit pour l'irrigation, pour la PAC, pour la MSA, que ce soit pour le repreneur comme le cédant, c'est pareil. Il y a beaucoup de papiers administratifs et ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, il y a un moment, je trouve que voilà, de se faire aider, d'avoir quelqu'un qui nous conseille, où on n'oublie pas une partie du schéma qui pourrait, à la fin, malheureusement, avoir un impact sur la succession. Donc ça, c'est important. Voilà. En gros, ensuite, donc moi, j'ai mis à peu près 1 an. Au moment que j'ai rencontré mon successeur, j'ai mis 1 an, le temps de faire le schéma,
tout ce qui est papier, tout ce qui est de se mettre d'accord sur beaucoup les discussions. Énormément, il y a eu beaucoup on s'est rencontrés plusieurs fois, parce que ça, je pense que c'est important de se rencontrer, de prendre point par point tous les points de l'exploitation et bien en discuter. Voilà. Dans l'ensemble, moi, j'ai mis 1 an, mais je pense qu'effectivement, si je me mets côté… Mon repreneur avait mis, ça faisait 3 ans, je crois qu'il avait mis l'annonce, il me semble. Je pense, voilà, quand on parle 2 à 3 ans, je pense que c'est bien, il faut quand même s'y prendre en avance, parce qu'en 6 mois, moi, je ne vois pas comment on peut concrétiser une installation en 6 mois. Moi, je vois… Rien que déjà administrativement, je ne vois pas comment on peut faire, mais bon, après, sûrement que c'est possible, mais c'est très compliqué. Et si c'est fait à la va-vite, il y aura forcément des points d'oubliés et il y aura forcément des problématiques derrière. Donc ça, c'est important. Je pense que oui, se prendre 2-3 ans avant, c'est très bien. Moi, ce que je peux regretter dans cette passation, entre parenthèses, je n'ai pas pu malheureusement venir sur l'exploitation. Je pense qu'il aurait été bien, c'est que je puisse venir pendant 1 an, 6 mois sur l'exploitation pour voir un peu comment au quotidien être sur l'exploitation, que ça soit pour voir, moi il y avait la clientèle, mais pour voir par exemple le fonctionnement le matériel, de l'irrigation, c'est des choses parce que moi je suis arrivé, tout ça je l'ai appris dès la première année d'installation où voilà, j'étais dans le bain, donc il fallait, voilà, je ne pouvais pas perdre de temps. Donc j'aurais été 6 mois, 1 an en stage ou sur d'autres formations, je ne sais pas trop, mais ça m'aurait permis de voir par exemple tout simplement le fonctionnement de l'irrigation, éviter de faire des erreurs qui peuvent avoir des conséquences derrière quand même assez, qui peuvent très vite avoir un coût. Sur le matériel, voir, alors ça après chacun gère l'ensemble du matériel, ou c'est par exemple pour l'élevage du cheptel, mais voir comment le prédécesseur a travaillé ou géré son matériel, en élevage, l'élevage. Et ça permet derrière, par exemple, moi, pour le matériel, purement pour moi, voilà, j'aurais pu voir, peut-être anticiper des choses qui sont arrivées dans la première et la deuxième année. J'aurais pu l'anticiper dans mon projet d'installation et mettre des investissements en face que j'ai pas pu faire parce que je ne savais pas, j'ai pas pu voir comment le matériel était entretenu, ceci, cela. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, je pense. C'est un bon compromis, je pense. Ensuite, donc moi, dans l'ensemble, je me suis installé, donc j'ai repris l'exploitation au 1er janvier 2019. Oui, donc ça fait 3 ans, c'est ça. Le repreneur, il y a une passation, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de soucis. Après, voilà, moi j'ai une grosse expérience, un gros vécu pendant 20 ans. J'ai fait de l'apprentissage, comme je vous disais, puis beaucoup d'exploitation. Donc, voilà, j'ai quand même une grosse expérience. La problématique qu'il y a eu, c'est que si je me mettrais à votre place du repreneur, donc la plupart, bon, c'est une génération, c'est votre vie, c'est votre bébé, entre parenthèses. Et pour d'autres, c'est même une succession des parents, des arrière-grands-parents. Donc, je pense que ce n'est pas évident de se dire, voilà, je vais transmettre en plus à quelqu'un qui n'est pas de la famille, donc ce n'est pas évident. Mais moi, c'est pas un couac, un petit couac, mais je pense que voilà, faut savoir laisser la main. Si la personne, le repreneur souhaite de l'aide, vous soyez à ses côtés pour le guider, c'est bien. Mais si par exemple il souhaite avoir de l'autonomie, ce que moi j'ai souhaité. Alors oui, effectivement, il fallait que j'apprenne beaucoup. Je me suis pris, j'ai fait des erreurs, mais en attendant, c'était mes erreurs et il fallait que je les assume. Voilà. Donc ça, c'est voilà, faut aussi dans la réflexion de s'aider, de se dire que voilà, le repreneur peut-être va souhaiter une autonomie tout de suite dès la reprise. Ou pas. Après, il y en a, par exemple, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez être à ses côtés pour l'aider dans les réflexions, dans beaucoup de choses.
mais c'est pas forcément tous les cas. Tous les cas tous les reprises ne sont pas dans cette situation-là. Ensuite, moi, c'est tout ce que j'ai à peu près dans ma reprise. Voilà comment ça s'est passé en gros. Non, c'est très intéressant de voir tout ça parce que c'est sûr que quand on est au début de la réflexion, on n'a pas toujours facile, on va dire, à s'imaginer un peu toutes ces étapes et à savoir comment ça va se passer, même si bien évidemment chaque cas est différent. Il faut quand même savoir que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer sur ces différentes étapes. Donc voilà, d'avoir un témoignage, ça permet de mieux, je pense, se projeter là-dedans. Donc, je ne sais pas si après, au niveau de participants, vous avez aussi des questions à poser à Sébastien Lecomte. Vous pouvez également en faire part dans la discussion pour pouvoir faire que ce soit assez interactif. Je vois qu'il y a quand même déjà une question dans la discussion. Donc, oui, je regarde la signature sexuelle. Alors, oui, parce que du coup, la question, c'était que représente quelques mois après les actes définitifs par rapport à ce qui avait été mis par Emmanuel Bernardo sur la signature. Ah bah, je vois que voilà, Emmanuel a répondu par rapport à ça. Date de signature définitive, plusieurs mois avant cela. Donc, voilà, du coup, je sais pas. Voilà, ce que je disais, là, on a encore un petit peu de temps devant nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Et après, comme je l'ai dit aussi au préalable, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour un entretien individuel. Et également, si vous souhaitez participer à la formation transmission, ça vous permettra d'en savoir un peu plus et de pouvoir aussi voir sur votre cas en particulier quelles vont être les étapes importantes à ne pas négliger et avoir aussi un peu un calendrier des démarches qu'il va y avoir à faire dans votre situation. Parce que c'est sûr que chaque exploitation a vraiment ses particularités. Et c'est pour ça aussi c'est intéressant par rapport à ce que nous a dit Sébastien Lecomte, le fait d'aller sur l'exploitation avant, ça permet vraiment de mieux comprendre son fonctionnement parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à connaître et on a beau... Alors, je pense que ça a peut-être aidé, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Sébastien Lecomte, le fait d'avoir eu quand même une assez grande expérience professionnelle avant sur différentes exploitations, est-ce que ça a aidé finalement au fait de prendre en main un outil? Oui, alors... Moi, ça reste mon point de vue, mais j'ai toujours du mal. Quand j'ai fait donc, mon PE à la chambre, j'ai rencontré donc, des gens qui étaient en préinstallation comme moi. Quand je vois, ils ont 20, 22 ans. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'à 20, 22 ans, on n'a pas assez d'expérience, de vécu pour reprendre l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contraintes, ça peut tellement… en un an, il peut y tellement avoir de contraintes, des variations, que si aujourd'hui, vous n'avez pas l'expérience ou un minimum de vécu pour pouvoir rebondir, c'est hyper compliqué. Donc, moi, quand je vois des jeunes qui ont 20, 22 ans, qui ont très peu d'expérience, qui veulent reprendre l'exploitation, moi, ça me fait un peu peur. Après, c'est mon point de vue, ça, c'est sûr. Après, voilà, en fonction des situations, je sais qu'il y a des jeunes qui veulent reprendre l'exploitation de leurs parents. Voilà, il faut aller vite parce qu'il y a des problématiques familiales ou ceci, cela. OK, mais ouais, je trouve que voilà, c'est important, surtout aujourd'hui, d'avoir c'est un projet d'une vie. Moi, vraiment, mon expérience, ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais. Vous voyez, j'ai travaillé pratiquement, j'ai fait toutes mes études et j'ai travaillé beaucoup dans le monde céréalier, par exemple. Et vous voyez, je ne suis pas du tout installé sur une exploitation céréalière.
Donc voilà, parce que mon vécu, et j'ai appris, j'ai vraiment sur moi pour savoir ce que je voulais. Et parce que reprendre une exploitation et puis arriver là, admettons avec un élevage, et puis bah, ça ne le fait pas au bout de 5 ans, ou voilà, et puis que la personne se dit bah non, je me suis trompé. Bon, bah, après, voilà, ça a des conséquences quand même qui sont assez importantes. Après, c'est pareil, pour le cédant, c'est peut-être des fois de voir une, deux, trois personnes, c'est peut-être une contrainte, mais il ne faut peut-être pas s'arrêter à la première personne et dire oui, bah, cette personne-là, oui, bah, ça convient, mais bon, peut-être pas, peut-être on verra, et puis bon, dire allez hop, c'est fait. Je pense qu'aussi, vous avez aussi la part de responsabilité d'ouvrir les yeux aux jeunes repreneurs et voilà, de donner votre point de vue aussi, parce que c'est pareil, moi, je me mets, moi, dans 20 ans, je souhaiterais céder mon exploitation sûrement, et je me mets à la place à votre place, et je me dis, bah, ça m'embêterait qu'au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, et ben, voilà, que ça soit un échec. Donc, si économiquement, parce que généralement, les porteurs de projets, on a beaucoup de projets, de nouveautés, donc on a beaucoup d'investissements. Mais si derrière, ben, vous avez géré une entreprise pendant plusieurs années, des décennies, donc forcément, derrière, vous avez un recul. Et si, par rapport à des investissements trop lourds, ça peut avoir des conséquences au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bah voilà, c'est bien aussi d'en faire part. Et, parce que bah, moi, je pense, je sais pas, je serais cédant, je serais content aussi voilà, que l'exploitation soit viable, pas pour plusieurs années, plusieurs décennies, parce que installer quelqu'un en sachant que bah, voilà, limite, il va se planter au bout de 3, 4, 5 ans, bah, moi, je sais pas, je pense que c'est bien aussi de votre côté de dire les choses aussi, même si peut-être vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas à votre place, mais si, en fin de compte, c'est aussi à vous de. Moi, je sais que mon repreneur, il m'a fait énormément évoluer sur certains projets, sur certains investissements. Voilà, et ça, c'est important, je pense. Vous avez votre part de responsabilité aussi dans la future exploitation. Oui, c'est sûr que voilà, c'est toujours intéressant voilà, qu'il puisse y avoir ces échanges entre cédants, repreneurs, parce que comme je l'ai dit aussi au préalable, chacun a des fois un point de vue différent. La différence de génération aussi fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est souvent très enrichissant pour l'un comme pour l'autre, finalement. Et c'est pour ça que cette période de stage ou salariat au préalable sur l'exploitation a aussi son importance. Ça permet aux porteur de projet de lui se tester, se mettre en situation et au cédant aussi d'être sûr de son choix vis-à-vis du repreneur et de pouvoir lui donner les clés pour mener à bien son projet aussi. Non, c'est sûr que voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas eu dans l'immédiat de nouvelles questions au niveau des conversations. Voilà, on a encore peut-être 2-3 minutes si vous souhaitez en ajouter. N'hésitez pas. Ah, voilà, je vois qu'il y a une nouvelle question. Donc, la différence entre compromis de cession et compromis de vente. Donc, en fait, au niveau du compromis de cession, ça va comprendre finalement la cession dans sa globalité, que ce soit voilà, des ventes immobilières, matérielles. Compromis de vente, on utilise en fait voilà, quand on a vraiment de la vente immobilière ou après de la vente de parts sociales. Voilà. Après, dans l'idée, le fait de signer un compromis, c'est vraiment d'avoir un accord préalable avec le repreneur, de s'être mis d'accord sur les conditions de la reprise, que tout soit mis par écrit plusieurs mois avant la cession définitive. Voilà, histoire que finalement, au moment où il va y avoir la transmission définitive, il y ait
plus de questions à se poser parce que tout aura été défini au préalable et que tout le monde était d'accord sur les conditions qui ont été faites. Donc, dans les points à traiter pour, oui, ce que je vois dans une nouvelle question, dans le compromis de cession, donc, c'est de définir la valeur de chaque élément qui va être cédé, savoir finalement également qu'est-ce qui va être cédé, parce qu'au niveau du foncier, il peut y avoir des fois des incertitudes. Est-ce que telle parcelle va pouvoir être reprise ou pas? Donc, on fait on fait un peu le listing de tout ça. Et derrière, en fait, on va y ajouter des conditions suspensives, c'est-à-dire notamment sur le foncier, le porteur de projet peut dire, bah voilà, l'exploitation actuellement, elle fait 120 hectares. Moi, je suis prêt à reprendre cette exploitation à condition, au final, de pouvoir reprendre au moins 100 hectares sur les 120, par exemple. Et ça, c'est une condition suspensive qui peut être mise au moment du compromis de cession. Et si entre le compromis de cession et la vente, il y a une perte de foncier, que ce soit, je sais pas, par rapport à l'autorisation d'exploiter sur une parcelle que le porteur de projet n'a pas, ou que ce soit pour d'autres raisons, il y a du foncier qui manque, on va voir du coup si la condition suspensive là, dans l'exemple des 100 hectares est bonne ou pas. Et si on a au moins du coup 100 hectares transmis, là, à ce moment-là, on va pouvoir lever cette condition suspensive et faire la signature définitive à partir du moment où toutes les conditions suspensives ont été levées de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'après, pour vraiment faire ce compromis de cession, il faut faire appel à un juriste et notaire aussi pour ce qui est vente immobilière. C'est là aussi qu'il y a une différence, c'est parce que donc, tout ce qui va être en vente immobilière, ce sera traité chez le notaire, ça ne peut pas être traité du coup, par un juriste, mais tout ce qui est élément mobilier, donc notamment le matériel, là, ça ne sert à rien, on va dire, de le faire passer devant un notaire vu qu'il y aura des frais de notaire. Donc, autant le faire avec un juriste pour tout ce qui est mobilier. Voilà. Donc, c'est pour ça que les deux interviennent, juriste et notaire, en fonction aussi de ce qu'il y a à céder, quoi, finalement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas avant qu'on clôture du coup ce forum transmission 2021. Oui, je vois qu'il y a... Ah, oui, voilà. Oui, c'est sûr que voilà, Emmanuel a rajouté quelques précisions sur le compromis et ce qu'il faut prendre en compte à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de préparer aussi ce compromis de cession. Et en général, on fait, en tout cas nous dans les transitions qu'on accompagne, on fait toujours un rendez-vous, une table ronde entre repreneur, cédant et juriste ou avocat, selon chaque cas de figure, pour pouvoir bien préparer ça. Voilà, je vois qu'il y a une autre question. Quelles sanctions si le compromis n'est pas respecté? Donc en fait, alors, je ne sais pas exactement ce qui est entendu par compromis respecté. Ce que je suppose, c'est que si on n'a pas les conditions suspensives qui sont... Ah oui, voilà, non, pas respectées, oui, d'accord. Oui, dans le cas, par exemple, où un porteur de projet ou un cédant se rétracte après avoir signé le compromis de cession, il doit payer une indemnité financière de 10% du montant qui avait été convenu à l'autre partie. Donc, c'est pour ça que le compromis de cession permet vraiment un engagement respectif. Donc, c'est rassurant à la fois pour le cédant comme pour le repreneur. Voilà. Après, on pourra lors d'un entretien vraiment aborder toutes ces questions-là dans votre situation. C'est vraiment l'objectif de ces entretiens personnalisés. Donc, je vous remets le nom des différents conseillers de transmission de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc Emmanuel Bernardon,
chef de service installation transmission, Stéphane Bordeaux, Peggy Ange et moi-même. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande et tout besoin. Du coup, c'est sur cette diapo que va se terminer le forum transmission de cette année 2021. On espère l'année prochaine pouvoir peut-être vous reproposer aussi un forum transmission en présentiel, parce que je sais que ça peut des fois aussi être plus facile pour vous, et au niveau de l'interactivité, c'est aussi préférable quand on peut le faire en présentiel. Mais ce qui est intéressant avec ce forum de transmission en ligne, c'est que vous pourrez revisionner les vidéos de ces 3 conférences sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Donc, de mon côté, à tous ceux qui ont participé à au moins une des conférences, je vous enverrai donc le dossier transmission dans lequel vous retrouverez quand même un certain nombre d'éléments de base pour préparer le projet, et également du coup le lien de ces vidéos. En attendant, en tout cas, je dis aussi un grand merci à Sébastien Lecomte donc, pour son témoignage aujourd'hui. Et également, donc, je remercie mes collègues qui permettent de répondre aux questions et de m'aider sur l'organisation de ce forum. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée à tous. Bon.